échanger librement et le plus rapidement possible avec les participants de cette table ronde. On va entendre tout d'abord trois courts exposés, prises de parole. Tout d'abord Sébastien Mesquida qui va nous dire un petit peu, nous expliquer les conditions du tournage, de la réalisation, les motivations et aussi les problèmes qu'ont pu rencontrer les deux réalisateurs. Ensuite, on entendra Juan Matas faire un petit exposé sur les spécificités culturelles, sociales, démographiques, mais aussi économiques du Mexique. Et Frédéric Johansson s'intéressera, lui, davantage à la question des droits humains. Voilà, je donne la parole à Sébastien Mesquida, peut-être en lui demandant pour commencer quelle est l'origine de ce projet, et puis après quelles ont été les conditions du tournage. Bonsoir, merci de votre attention déjà pendant le film. Alors la genèse de ce projet, on a donc proposé à Arte, avec qui on travaille depuis maintenant une dizaine d'années, d'aller faire cette enquête et récolter ces témoignages qui sont pour certains très très forts. On n'est pas parti tout de suite au moment, le 26 septembre, où les 43 étudiants ont été assassinés, ou du moins ont disparu, parce que maintenant on peut dire a priori qu'ils sont morts. On a attendu 2 mois avant de faire ce tournage pour être sûr que ces crimes n'étaient pas des crimes encore dans la société mexicaine. Il y a quasiment 20 000 morts par an depuis 7 ans. Donc la société connaît, est habituée à ce déferlement d'horreur que vous avez pu voir tout à l'heure. On voulait être certain avant de partir que ces crimes des étudiants avaient vraiment touché les fondements de la société mexicaine et que ce n'était plus seulement un fait divers, mais que ça s'était transformé en fait de société. Parce que nous, en fait, on réalise des documentaires ou des magazines, donc on reste une quinzaine de jours, voire 1 mois sur place pour faire ces enquêtes. Et on n'est pas comme des journalistes dans les JT, etc., qui vont vraiment en urgence sur les terrains pour alerter. On essaye de cerner un mouvement de fond dans les sociétés, dans les histoires que l'on traite. Et donc on a observé pendant 2 mois la réaction de la société mexicaine depuis la France. Et on a vu des manifestations inédites, on a vu une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis presque un demi-siècle au Mexique. Et quand Mexico City s'embrasait, quand l'état de Guerrero devenait complètement bloqué, on s'est dit non, voilà, cette fois c'est pas le crime de plus, c'est le crime de trop peut-être pour la société mexicaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir. Donc on a contacté Arte, nos partenaires, on a mis la production en chantier, et on est parti avec Yann, mon associé, une équipe très resserrée, hein, parce que sur ce genre de terrain, D'accord, excusez-moi. Donc voilà, avec mon associé Yann, on a donc décidé de partir. On est parti dans une toute petite équipe, car sur ce genre de terrain de reportage, moins on est, mieux c'est. Donc on est parti à 2, on est arrivé directement dans l'état de Guerrero, à Chilpancingo, la capitale, et de là on est parti immédiatement dans l'école d'Ayotzinapa, qui était un peu le point de départ de ce travail documentaire. On n'avait pas vraiment de contact en partant, on avait passé quelques coups de fil de France, mais on était parti un peu comme ça à l'improvisade. Et du coup, on s'est basé d'abord sur cette école qui est vraiment le centre névralgique de la lutte aujourd'hui. C'est assez surprenant quand on arrive, quand on franchit les grilles. On sent bien évidemment une forte émotion et aussi une suspicion. C'est-à-dire que les gens sont assez méfiants par rapport à la presse d'abord, parce que la presse mexicaine est largement partie prenante de la situation par son silence, voire par ses mensonges. Et donc il a fallu tout d'abord mettre en confiance ces étudiants très choqués par leur aventure. Donc on est resté 1 ou 2 jours à discuter, on n'a pas sorti la caméra, on a juste pris des contacts, on a habitué l'école à notre présence, parce que c'est toujours un peu lourd de faire un tournage. Et donc on a trouvé quelques personnages qui nous ont aidés à lancer cette histoire-là,
des parents, des étudiants, des professeurs avec qui on a pu échanger, qui se sont livrés avec parfois beaucoup d'émotion à nos questions. Et donc on a pu voir cet immense élan de solidarité qui se passait dans cette école Ayotzinapa, qui est vraiment devenu presque un centre de mobilisation. On y croisait des artistes, on y croisait des penseurs, des écrivains, des ONG. Tout le monde était venu un petit peu dans cet endroit-là pour essayer de comprendre, essayer de mettre des mots sur cette horreur qui était assez difficile à vivre. Et à partir de là, une fois fait les quelques séquences d'introduction, on s'est dit, voilà, la société mexicaine, elle a forcément des réactions par rapport à ça, et elle s'organise, elle ne peut pas rester muette face à ce déferlement de violence. Et une deuxième partie du documentaire s'est alors mise en place, où on a essayé de comprendre comment une société, face à l'ultra-violence, pouvait s'organiser, pouvait se prendre en main, car de l'État, elle n'attend absolument plus rien, je crois que ça a été assez clair. Elle parle d'État en faillite, de terrorisme d'État, et donc on a essayé de comprendre ça, et on est sorti de la grande ville où il y avait une énorme effervescence, il y avait des manifestations quasi quotidiennes, des affrontements avec la police, c'était quelque chose de très confus. Et donc on a décidé de partir en campagne, c'était dans les montagnes là en l'occurrence, pour comprendre la réaction de la société. Et donc c'est là qu'on est tombé sur ces polices communautaires qui, depuis les années 2011 à peu près, ont repris en main complètement le système policier d'à peu près 80 villes dans l'état de Guerrero, mais c'est quand même pas mal. Et on a commencé vraiment à aller un peu plus au fond de ce problème-là. Donc on est resté avec ces polices pendant quelques jours. Elles nous ont ensuite fait comprendre que la justice étant elle-même tellement corrompue, il avait fallu mettre en place cette justice parallèle avec ces jugements populaires, qui posent d'ailleurs beaucoup de questions, hein, parce que quand un peuple assure sa sécurité et sa justice, ça peut être parfois pire que le système d'avant, ce ne sont pas des professionnels. On a vu là une personne qui, accusée du meurtre de son épouse, qui est avéré d'ailleurs, hein, a été condamnée à 1 an de travaux communautaires, parce qu'ils n'ont pas le droit de prononcer des peines plus lourdes avec des incarcérations, donc ce qui peut donner des situations complètement ubuesques également. Et c'est un point, peut-être qu'on reviendra là-dessus dans le débat, mais quand le peuple remplace l'État, ça peut aussi engendrer de très, très nombreux problèmes. Et donc on a suivi un petit peu ce parcours-là, avec les manifestations qu'on voit aussi dans la ville de Chilpancingo. Et tout ça nous a amené au problème des disparus, parce que le Mexique, c'est pas seulement des morts, à peu près 100 000 depuis 7 ou 8 ans, c'est aussi une trentaine de milliers de disparus, et la douleur est parfois bien plus grande quand on ne sait pas ce qu'est devenu l'un de vos proches que quand on est certain de l'avoir perdu. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rencontrer ces familles qui sont dans un désarroi absolument total, et qui partent donc encouragés, si on peut dire, par l'affaire des étudiants d'Ayotzinapa. Ça leur a donné une forme de courage collectif, en tout cas c'est ce qu'on a pu sentir sur place, et on a pu les voir donc partir dans ces montagnes solitaires, à 3 ou 4, creuser la terre pour tenter de retrouver leurs proches. Et c'est absolument incroyable, parce que pendant que l'État cherchait les étudiants, ils ont mis à jour des dizaines et des dizaines de fausses communes, d'autres crimes. Nous, pendant notre séjour là-bas, il y a eu peut-être une centaine de corps qui ont été découverts, et ça a bouleversé complètement le tissu social, avec une angoisse terrible, et paradoxalement aussi l'espoir de faire un deuil pour toutes ces familles. Et donc voilà, nous, notre principe de réalisation, c'était ça, c'était partir du drame épouvantable d'Ayotzinapa et creuser, voir ce qui se passait au niveau d'un pays, et comment un pays pouvait tenter de changer la donne, malgré l'incurie de l'État qui est absolument complète. Donc ça, c'était un petit peu notre idée de base. Après, sur les conditions de réalisation, alors c'est pas évident d'aller tourner dans l'État de Guerrero, qui est l'État le plus violent presque du Mexique. Donc on est arrivé là-bas très discrètement, 2 personnes seulement pour faire le film. Et ça a été un peu une partie de cache-cache, donc tout le monde nous disait n'allez pas ici, n'allez pas dans cet endroit, c'est trop risqué, il y a eu des meurtres, il y a des enlèvements, etc.
Donc on prenait les mesures de précaution maximales, mais au bout d'un moment, de toute façon, il faut y aller aussi. Donc on a sillonné l'État en long, large et travers. Bien heureusement, il nous est rien arrivé, mais on sentait cette tension, cette omniprésence de l'horreur qui était vraiment un poids assez compliqué à gérer pour nous. Et puis on en parlait tout à l'heure aussi avec nos collègues, c'est que même pour nous de recevoir tant de douleurs, ces grands-mères qui s'effondrent, etc., ça a été aussi un moment très intense, je ne dirais pas dur, parce que nous après on rentre et on a toujours une fenêtre de sortie, et on peut s'échapper de l'horreur, on n'est pas prisonnier, et que souvent on entend des journalistes se dire « Oh là là, j'ai vu l'horreur, je rentre déprimé ». Mais nous, on a toujours la lucarne de sortie, on a toujours notre quotidien qui peut revenir et qui peut nous soulager ou nous faire oublier tout ce qu'on a vu. Alors que les gens qui vivent au Mexique, et j'en finirai par là, on a vraiment senti une pression quotidienne, une forme de fatalité du mal qui s'est installée un peu dans cet état, en tout cas parce que le Mexique n'est pas que les meurtres et les assassinats, il y a aussi des côtés très positifs dans ce pays-là. Mais donc on a senti vraiment que ces racines du mal avaient infusé profondément la société, et c'était même humainement très, très bouleversant d'aller faire ce reportage pour Arte au Mexique. Voilà, il y aura d'autres questions, après on pourra échanger sur plein de domaines. Merci.